Imaginez-vous devant votre porte, un soir d'hiver. Votre voisin frappe, paniqué. Il vous explique qu'un homme armé le poursuit et vous supplie de le cacher. Vous acceptez, et quelques minutes plus tard, l'homme armé frappe à votre tour. Il vous demande directement: avez-vous vu mon voisin? À cet instant précis, que faites-vous? Dites-vous la vérité et révélez la cachette, respectant ainsi votre principe de ne jamais mentir? Ou mentez-vous pour sauver une vie, sacrifiant votre intégrité morale sur l'autel du bien-être d'autrui? Cette question, mes chers auditeurs, nous plonge au cœur de l'un des débats les plus fascinants et déchirants de la philosophie morale. Un débat qui oppose deux géants de la pensée, Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg aux principes inébranlables, et les penseurs utilitaristes, champions du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Ce soir, laissons nos esprits voyager dans les méandres de cette réflexion millénaire. Explorons ensemble cette tension permanente entre nos principes et nos conséquences, entre ce que nous croyons juste en théorie et ce que nous faisons en pratique. Emmanuel Kant, né en 1724 dans la paisible ville de Königsberg, n'était pas seulement un philosophe. C'était un homme d'une régularité méticulée, si ponctuelle que les habitants de sa ville réglaient leurs horloges sur ses promenades quotidiennes. Cette même précision, cette même rigueur, il l'appliquait à sa philosophie morale. Pour Kant, certains principes sont absolus. Comme des étoiles fixes dans le ciel de la morale, ils ne peuvent être négociés, même face aux circonstances les plus dramatiques. Le mensonge, selon lui, représente une violation fondamentale de la dignité humaine. Pourquoi cette intransigeance? Imaginez la communication humaine comme un tissu délicat. Chaque parole échangée tisse un fil de confiance entre les êtres. Quand nous mentons, même avec les meilleures intentions, nous coupons ce fil. Et si tout le monde se mettait à couper ces fils pour le bien commun, que resterait-il de ce tissu social qui nous unit? Kant développe ce qu'il appelle l'impératif catégorique, une règle d'or qui résonne encore aujourd'hui. Agis uniquement d'après la maxime que tu peux vouloir voir érigée en loi universelle. Autrement dit, avant d'agir, demandez-vous: et si tout le monde faisait comme moi? Appliquons cette règle au mensonge. Si nous acceptons que chacun mente dès qu'il estime que c'est pour une bonne cause, que devient la notion même de vérité? Kant y voit un effondrement de la civilisation elle-même. Car sans la confiance en la parole d'autrui, comment pourrions-nous construire des relations, des contrats, des sociétés? Mais Kant va plus loin encore. Il écrit, dans un texte qui fit scandale à l'époque, qu'il ne faut jamais mentir, même à un assassin qui vous demande si votre ami se cache dans votre maison. Cette position, qui peut nous paraître inhumaine aujourd'hui, repose sur une logique implacable. Nous ne pouvons pas prévoir toutes les conséquences de nos actes. Que se passe-t-il si, ayant menti à l'assassin, votre ami sort de sa cachette au moment précis où l'assassin fait demi-tour? Votre mensonge, destiné à le sauver, l'aurait en réalité condamné. Kant nous rappelle ainsi notre finitude. Nous ne sommes pas omniscients. Nous ne pouvons pas calculer toutes les ramifications de nos choix. Il existe chez Kant une beauté austère dans cette conception de la morale. Une sorte de grandeur tragique qui refuse les compromis faciles. Pour lui, respecter l'humanité en soi et en autrui exige parfois des sacrifices que notre cœur répugne à accepter.
Mais c'est précisément dans cette difficulté que réside la noblesse de l'acte moral. Imaginez un instant ce que serait un monde où chacun suivrait rigoureusement les principes kantiens. Un monde où la parole donnée aurait un poids absolu, où les promesses ne seraient jamais rompues, où la vérité régnerait sans partage. Utopique? Peut-être. Mais Kant nous invite à rêver d'une humanité à la hauteur de ses propres exigences morales. Mais au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, une nouvelle voix s'élève dans le concert philosophique. Jeremy Bentham, puis John Stuart Mill proposent une approche radicalement différente. Pour eux, ce qui compte, ce ne sont pas les principes abstraits, mais les résultats concrets de nos actions. L'utilitarisme ressemble à une balance cosmique. D'un côté, vous placez tout le bonheur, le bien-être, la satisfaction que votre action va générer. De l'autre, toutes les souffrances, les douleurs, les frustrations qu'elle va causer. L'action juste est celle qui fait pencher la balance du côté du bonheur. Dans cette optique, le mensonge n'est ni bon ni mauvais en soi. Il devient un outil moral, comme un scalpel entre les mains d'un chirurgien. Parfois nécessaire pour guérir, parfois dangereux selon la façon dont on s'en sert. Reprenons notre exemple de l'homme armé à la porte. Un utilitariste calculerait rapidement, si je dis la vérité, une personne innocente meurt. Si je mens, une personne innocente vit. La balance penche clairement en faveur du mensonge. Jeremy Bentham, l'inventeur de cette doctrine, était un homme fascinant. Excentrique, visionnaire, il imaginait des sociétés entières, organisées selon le principe du bonheur maximum. Il créa même une formule mathématique pour calculer le plaisir et la douleur, persuadé qu'on pouvait quantifier scientifiquement le bien-être humain. Cette approche révolutionna la pensée morale. Fini les commandements gravés dans le marbre, fini les interdits absolus. Chaque situation devient unique, chaque choix dépend de ses conséquences spécifiques. Une flexibilité qui séduit immédiatement notre bon sens pratique. John Stuart Mill, l'héritier intellectuel de Bentham, raffine cette approche. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de calculer la quantité de bonheur, mais aussi sa qualité. Certains plaisirs valent plus que d'autres, certaines souffrances sont plus significatives. Il vaut mieux être un Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait, écrit-il dans une formule devenue célèbre. Cette philosophie trouve un écho profond dans nos intuitions morales quotidiennes. Quand une grand-mère nous demande si sa tarte est délicieuse et que nous répondons bien sûr alors qu'elle est immangeable, ne sommes-nous pas tous, inconsciemment, des utilitaristes? Nous calculons que le petit mensonge cause moins de souffrance que la vérité brutale. Mais l'utilitarisme révèle aussi ses limites troublantes. Si le bonheur du plus grand nombre justifie tout, que faire des minorités? Si mentir à une personne peut sauver 100 autres, le choix semble évident. Mais que se passe-t-il quand cette logique nous pousse à sacrifier l'innocent pour le bien commun? L'exemple classique des philosophes moraux illustre ce dilemme. Imaginez qu'un médecin reçoive 5 patients en urgence. 4 ont besoin chacun d'un organe différent pour survivre. Le 5e est en parfaite santé, mais vient juste pour un contrôle de routine. Selon la logique utilitariste pure, ne devrait-il pas tuer le
qu'une seule, après tout. Ah, les mensonges pieux. Ces petites déformations de la réalité que nous nous autorisons au nom de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Ils peuplent notre quotidien comme des étoiles filantes dans le ciel nocturne de nos relations. Ta coupe de cheveux te va très bien. Non, tu n'as pas pris de poids. Bien sûr que le Père Noël existe. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Combien de fois prononcez-vous ces phrases ou d'autres similaires, en sachant pertinemment qu'elles ne correspondent pas exactement à la réalité? Ces mensonges révèlent la complexité infinie de nos relations humaines. Ils naissent souvent de notre désir de protéger ceux que nous aimons, de préserver leur bonheur, leur confiance, leur innocence. Une mère qui assure à son enfant malade que ce n'est rien de grave, alors qu'elle est rongée d'inquiétude, ne ment-elle pas par amour? Mais ces mensonges soulèvent des questions profondes. En protégeant autrui de la vérité, ne le privons-nous pas aussi de sa capacité à faire des choix éclairés? En édulcorant la réalité, ne risquons-nous pas de créer des relations artificielles, fondées sur des illusions plutôt que sur une connaissance mutuelle authentique? L'exemple le plus délicat est peut-être celui de la maladie. Imaginez un médecin face à un patient atteint d'un cancer en phase terminale. Doit-il révéler brutalement la vérité, au risque de détruire l'espoir et de précipiter le patient dans le désespoir? Ou doit-il mentir, préserver l'illusion, permettre au malade de vivre ses derniers mois dans une relative sérénité? La réponse n'est jamais simple. Elle dépend de tant de facteurs, la personnalité du patient, son entourage, ses valeurs, sa capacité à affronter l'adversité. Ce qui nous amène à une réalisation troublante. Peut-être que la morale ne peut pas se résumer à des règles universelles. Peut-être qu'elle exige de nous une attention constante au particulier, au singulier, à l'unique. Prenons un autre exemple, plus quotidien, mais non moins révélateur. Votre meilleur ami vient de perdre son emploi et traverse une période difficile. Il vous montre fièrement le curriculum vitae qu'il vient de refaire, mais vous voyez immédiatement qu'il comporte des erreurs de français et une présentation maladroite qui risque de nuire à ses chances. Que faire? Dire la vérité risque de l'effondrer encore davantage, de détruire le peu de confiance qu'il a réussi à retrouver. Mais mentir en affirmant que son CV est parfait le prive d'une chance d'améliorer ses outils de recherche d'emploi. Cette situation illustre parfaitement la complexité du mensonge pieux. Il ne s'agit plus seulement de choisir entre la vérité et le mensonge, mais de naviguer dans les eaux troubles de la compassion, du respect, de l'efficacité. Peut-être existe-t-il une troisième voie, une vérité adoucie, une critique constructive enveloppée d'encouragement. À travers l'histoire, les sociétés humaines ont développé des rapports très différents au mensonge moral. Dans la Grèce antique, Platon distinguait déjà plusieurs types de mensonges. Il condamnait fermement les mensonges dans l'âme, ces tromperies que nous nous infligeons à nous-mêmes. Mais il était plus indulgent envers les mensonges de parole, surtout quand ils servaient l'intérêt de la cité. Dans sa République, Platon va même jusqu'à défendre le noble mensonge, cette fiction fondatrice qui unit un peuple autour de valeurs communes. N'est-ce
ce que font toutes les sociétés avec leurs mythes nationaux, leurs héros idéalisés, leurs récits épiques qui transforment l'histoire en épopée. Ces mensonges collectifs ne servent-ils pas à créer du lien social, à donner du sens à l'existence commune? Au Moyen Âge, Thomas d'Aquin, le grand penseur chrétien, développe une casuistique subtile du mensonge. Pour lui, l'intention compte autant que l'acte. Un mensonge destiné à nuire à autrui est toujours condamnable. Mais que dire d'un mensonge qui vise à protéger un innocent ou à préserver la paix sociale? Cette réflexion médiévale nous rappelle que le mensonge n'existe jamais dans le vide. Il s'inscrit toujours dans un contexte, une relation, un système de pouvoir. Le mensonge du tyran qui manipule son peuple n'a rien de commun avec celui de la mère qui rassure son enfant effrayé. Les jésuites, à la Renaissance, poussent cette logique à son extrême avec leur doctrine de la réserve mentale. Selon eux, on peut dire une chose tout en pensant mentalement le contraire, sans pour autant mentir vraiment. Une subtilité qui leur valut bien des critiques, mais qui révèle la sophistication croissante de la réflexion morale sur le mensonge. À l'époque moderne, les révolutions scientifiques et industrielles transforment notre rapport à la vérité. La vérité devient mesurable, quantifiable, objectivable. Dans ce contexte, le mensonge apparaît comme une anomalie, une perturbation dans l'ordre rationnel du monde. Mais paradoxalement, c'est aussi à cette époque que naissent les grandes utopies politiques, ces mensonges généreux qui promettent un monde meilleur. Comment juger moralement ces idéologies qui mentent sur le présent pour mieux dessiner l'avenir? La propagande révolutionnaire, qui déforme la réalité au nom d'un idéal de justice, est-elle moralement équivalente au mensonge intéressé du politicien corrompu? Le XXe siècle, avec ses totalitarismes et ses génocides, nous confronte aux formes les plus extrêmes du mensonge moral. Quand Oskar Schindler falsifiait ses registres pour sauver des Juifs, quand les justes mentaient aux nazis pour cacher leurs protégés, ils accomplissaient des actes que la morale kantienne condamnerait formellement. Pourtant, qui oserait aujourd'hui les blâmer? Ces exemples historiques nous forcent à reconnaître une vérité dérangeante. Parfois, la vertu exige le vice. Parfois, pour rester humain, il faut accepter de transgresser les règles de l'humanité. La psychologie moderne éclaire d'un jour nouveau cette question millénaire du mensonge moral. Les recherches en neurosciences nous apprennent que mentir sollicite des régions cérébrales spécifiques, activant des circuits complexes qui révèlent l'effort cognitif que représente la tromperie. Mentir fatigue littéralement notre cerveau, comme s'il résistait naturellement à cette distorsion de la réalité. Mais plus fascinant encore, les études montrent que nous sommes tous des menteurs quotidiens. En moyenne, nous mentons plusieurs fois par jour, souvent sans même nous en rendre compte. Ces micro-mensonges sociaux graissent les rouages de nos interactions, évitent les frictions, préservent les susceptibilités. Comment allez-vous? Très bien, merci, alors que nous traversons une période difficile. Cette découverte remet en perspective l'idéal kantien de vérité absolue. Si mentir fait partie de notre nature sociale, si ces petites tromperies contribuent à maintenir la cohésion du groupe,
ne faut-il pas repenser entièrement notre jugement moral sur le mensonge? Peut-être que la question n'est pas de savoir s'il faut mentir ou non, mais plutôt comment mentir de façon éthique. Les psychologues distinguent plusieurs types de mensonges selon leur motivation. Il y a les mensonges égoïstes, destinés à nous avantager au détriment d'autrui. Les mensonges de protection, qui visent à éviter une punition ou une confrontation désagréable. Et les mensonges altruistes, ceux qui nous préoccupent ce soir, conçus pour le bien d'autrui. Cette typologie révèle que l'intention compte énormément dans notre évaluation morale du mensonge. Nous pardonnons plus facilement à celui qui ment pour protéger qu'à celui qui ment pour exploiter. Cette intuition rejoint d'ailleurs la pensée de Thomas d'Aquin, qui insistait déjà sur l'importance de l'intention dans l'acte moral. Mais la psychologie nous apprend aussi quelque chose de troublant. Nous sommes de piètres juges de nos propres motivations. Combien de fois nous mentons-nous à nous-mêmes sur les vraies raisons de nos mensonges? Cette charité que nous offrons à notre proche en lui cachant une vérité douloureuse, ne cache-t-elle pas parfois notre propre lâcheté, notre incapacité à affronter sa réaction? L'enfance nous offre un laboratoire fascinant pour observer l'émergence du mensonge moral. Les jeunes enfants mentent spontanément, souvent pour éviter des ennuis. Puis, vers l'âge de 4 ou 5 ans, apparaissent les premiers mensonges prosociaux. L'enfant ment pour ne pas blesser les sentiments d'autrui. « Ton dessin est très beau », dit-il à son camarade, même s'il le trouve laid. Cette évolution révèle que le mensonge altruiste est un signe de maturité émotionnelle. Il témoigne de notre capacité à nous mettre à la place d'autrui, à anticiper ses réactions, à hiérarchiser nos valeurs. L'enfant qui ment pour protéger son ami montre qu'il comprend que l'amitié peut parfois primer sur la vérité brute. Dans notre société contemporaine, les dilemmes moraux autour du mensonge se sont complexifiés à l'infini. Les réseaux sociaux nous confrontent quotidiennement à des versions idéalisées de la réalité. Ces filtres Instagram qui gomment nos défauts, ces posts Facebook qui ne montrent que les moments heureux de notre existence, ces CV LinkedIn qui enjolivent notre parcours professionnel. Où commence le mensonge? Où finit la simple mise en valeur de soi? La publicité nous habitue depuis des décennies à accepter un certain degré de tromperie. Personne ne croit vraiment que le hamburger qu'il va recevoir ressemblera à celui de l'affiche publicitaire. Ces mensonges convenus font partie du jeu social. Ils sont intégrés dans nos attentes. Mais à force d'accepter ces petites distorsions, ne perdons-nous pas progressivement notre sensibilité à la tromperie? La politique contemporaine illustre parfaitement cette dérive. Les promesses électorales, souvent impossibles à tenir, sont-elles des mensonges ou des expressions d'intentions sincères face à l'incertitude de l'avenir? Quand un candidat promet de créer 1 million d'emplois, ment-il consciemment ou exprime-t-il un espoir légitime? Et que dire de ces éléments de langage qui permettent de répondre à une question sans vraiment y répondre? Le monde médical nous confronte à des dilemmes particulièrement aigus. Les médecins naviguent constamment entre l'obligation de vérité et le devoir de ne pas nuire. Faut-il dire à un patient que son état est désespéré s'il y a une chance sur 1000
qu'ils s'en sortent? Comment équilibrer l'espoir nécessaire à la guérison et la lucidité indispensable au choix de fin de vie? L'évolution de la médecine vers une approche plus transparente a transformé ces questions. Là où autrefois les médecins cachaient souvent la vérité aux malades, aujourd'hui la tendance s'inverse. Mais cette vérité médicale brutale est-elle toujours un bienfait? Ne risque-t-elle pas parfois de détruire prématurément l'espoir qui maintient en vie? Dans le domaine de l'éducation, les enseignants affrontent quotidiennement le dilemme du mensonge bienveillant. Faut-il dire à un élève en difficulté qu'il peut réussir, même quand tout indique le contraire? Ce mensonge d'encouragement ne risque-t-il pas de lui faire perdre du temps et de l'énergie dans une voie sans issue? Ou au contraire, n'est-il pas le moteur nécessaire qui peut parfois provoquer le miracle de la réussite? Les relations amoureuses révèlent peut-être le plus clairement nos contradictions face au mensonge moral. Nous voulons la vérité de la part de notre partenaire, mais nous ne voulons pas toute la vérité. Est-ce que tu me trouves encore attirant? Attendons-nous vraiment une réponse brutalement honnête à cette question? Ou préférons-nous une vérité adoucie, polie par l'amour et la bienveillance? Ces exemples contemporains montrent que la question du mensonge moral n'est pas un débat purement théorique. Elle imprègne chaque aspect de notre existence sociale, elle structure nos relations, elle influence nos choix les plus intimes. Nous vivons tous dans cette tension permanente entre l'idéal de la vérité et la réalité de la compassion. Alors, mes chers auditeurs, comment naviguer dans ce labyrinthe moral? Comment choisir entre la fidélité aux principes kantiens et la souplesse utilitariste? Peut-être la réponse ne se trouve-t-elle pas dans l'une ou l'autre de ces philosophies, mais dans leur dialogue permanent. Imaginez que nous portions en nous deux voies morales. La première, kantienne, nous rappelle constamment l'importance de l'intégrité, de la cohérence, du respect absolu de la dignité humaine. Elle nous met en garde contre les compromissions faciles, contre la pente glissante qui mène du mensonge bienveillant à la manipulation pure et simple. La seconde voie, utilitariste, nous chuchote à l'oreille que l'amour véritable exige parfois de transgresser nos principes. Elle nous rappelle que la souffrance est réelle, tangible, immédiate, alors que nos principes abstraits peuvent parfois paraître bien froids face à la détresse d'autrui. Ces deux voies ne s'opposent pas nécessairement. Elles peuvent au contraire se compléter, créer une tension féconde qui nous oblige à peser chaque situation dans sa singularité. La voie kantienne nous empêche de sombrer dans le relativisme moral. Celle utilitariste nous évite l'inhumanité de l'abstraction. Peut-être que la sagesse consiste à développer ce que les philosophes appellent la prudence ou la phronésis aristotélicienne. Cette capacité à discerner, dans chaque situation particulière, quelle valeur doit primer sur les autres. Non pas un relativisme qui nierait l'existence de valeurs objectives, mais une sensibilité contextuelle qui saurait adapter les principes universels aux circonstances concrètes. Dans cette perspective, la question ne serait plus « faut-il mentir ?», mais plutôt « comment préserver au mieux la dignité humaine dans cette situation précise ?» Parfois, cette dignité exigera la vérité coûte que coûte.
parfois, elle nécessitera un mensonge protecteur. L'art moral résiderait dans cette capacité à discerner le bon choix au bon moment. Cette approche reconnaît que nous ne sommes ni des dieux omniscients, ni des machines à calculer le bonheur. Nous sommes des êtres finis, imparfaits, contraints de faire des choix dans l'incertitude et l'urgence. Notre responsabilité morale ne consiste pas à appliquer mécaniquement des règles préétablies, mais à exercer notre jugement avec la plus grande honnêteté possible. Cela implique aussi d'accepter que nous nous tromperons parfois, que nos mensonges bienveillants pourront causer des souffrances imprévues, que nos vérités courageuses pourront se révéler inutilement cruelles. L'humilité morale fait partie de la sagesse pratique. Il existe peut-être une beauté particulière dans cette incertitude morale qui caractérise notre condition humaine. Contrairement aux machines qui appliquent des algorithmes préprogrammés, nous devons inventer notre éthique à chaque carrefour de l'existence. Cette créativité morale, cette capacité à improviser face à l'imprévu, fait peut-être partie de ce qui nous rend profondément humains. Regardez comme les grands héros de la littérature et du cinéma nous fascinent précisément quand ils se trouvent confrontés à ces dilemmes impossibles. Jean Valjean qui vole un pain pour nourrir sa famille, Oskar Schindler qui ment aux nazis pour sauver des vies, ces personnages nous touchent parce qu'ils incarnent nos propres déchirements moraux. Ils nous montrent que l'héroïsme ne consiste pas toujours à respecter la loi, mais parfois à la transgresser au nom d'une loi supérieure. Cette tension entre la lettre et l'esprit de la morale traverse toutes les grandes traditions spirituelles. Le Bouddha parlait de la compassion habile, cette sagesse qui sait adapter ses moyens à la situation pour mieux servir l'éveil de tous les êtres. Jésus lui-même transgressait le sabbat quand il s'agissait de soigner les malades, montrant que l'amour peut primer sur l'observance stricte de la règle. Dans le judaïsme, le concept de pikwach nefesh autorise à violer pratiquement tous les commandements religieux pour sauver une vie humaine. Cette hiérarchisation des valeurs reconnaît que la vie concrète peut parfois exiger de suspendre les principes abstraits. Une sagesse millénaire qui rejoint nos intuitions contemporaines sur la complexité du mensonge moral. Au terme de ce voyage nocturne dans les méandres de la philosophie morale, peut-être pouvons-nous accepter que la question « faut-il mentir pour faire le bien ?» n'est pas de réponse définitive. Et c'est précisément cette absence de réponse toute faite qui fait sa richesse. Elle nous oblige à penser, à peser, à choisir. Elle fait de nous des êtres moraux actifs, plutôt que des exécutants passifs de règles préétablies. Car au fond, cette question révèle quelque chose d'essentiel sur notre humanité. Nous sommes des êtres déchirés entre nos idéaux et nos attachements, entre nos principes et nos émotions, entre ce que nous croyons juste et ce que nous ressentons comme bon. Cette déchirure n'est pas un défaut à corriger, mais la condition même de notre liberté morale. Alors, tandis que la nuit s'approfondit et que vos paupières se font plus lourdes, laissez cette réflexion vous accompagner vers le sommeil. Demain, vous serez peut-être confronté à l'un de ces dilemmes moraux que nous avons explorés ensemble. Peut-être devrez-vous choisir entre la vérité et la compassion, entre vos principes et votre cœur. Souvenez-vous
Comprenez-vous alors que cette hésitation, cette difficulté à trancher, n'est pas une faiblesse, mais le signe de votre humanité profonde? Nous sommes tous des funambules sur la corde raide de la morale, tentant de garder l'équilibre entre nos différentes valeurs. Et c'est dans cette recherche d'équilibre, dans cette attention constante à autrui et à nous-mêmes, que réside peut-être la plus belle expression de notre dignité d'êtres humains. Que ces réflexions vous portent vers un sommeil paisible, peuplé de rêves, où la vérité et la compassion dansent ensemble dans une harmonie parfaite. Bonne nuit, chers auditeurs.